Vous écoutez Instinct Voyageur. Vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui je suis avec Jean-Pierre Brouillot. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabrice. Alors Jean-Pierre, tu es un voyageur, écrivain voyageur aveugle, c'est cela? C'est ça, oui. Et donc je suis un peu tombé par hasard, justement on en parlait là juste avant, je ne me rappelle plus comment je suis tombé sur ton blog, mais en tout cas j'y suis tombé et j'ai trouvé ton blog super intéressant, ton histoire incroyable, enfin voire fascinante, puisque voilà, pour résumer là en 2 mots, là tu as été frappé, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, tu as été frappé de cécité à 15 ans. C'est ça, et ouais. À 16 ans, tu as décidé de partir sur les routes du monde et tu as voyagé pendant des années avec ton handicap. Oui. Alors voilà, pour resituer un peu le contexte là au début, comment ça s'est passé, ces premières années, pourquoi tu es parti, qu'est-ce qui t'est arrivé à la base et pourquoi tu as décidé de partir comme ça malgré cet handicap sur les routes du monde? Écoute, vers 11 ans, 12 ans, j'ai 59 ans, donc là on parle des années 67. J'étais littéralement fasciné par ce qu'on appelait à l'époque la culture de la Beat Generation, le mouvement hippie. Et j'écoutais la radio, à l'époque c'était Europe numéro 1, c'était présenté une émission qui s'appelait Campus, que je conseille à tout le monde si on retrouve des podcastings, parce que c'est vraiment passionnant ce qui s'y a été dit à l'époque. Et donc j'étais fasciné par ça, et j'étais ce qu'on appelle amblyope, déjà je voyais déjà fort mal, et j'ai perdu totalement la vue à 15 ans et demi, et je me suis retrouvé effectivement face à un défi, c'est-à-dire endosser la vie que l'on me proposait, à savoir certains types de métiers quand on était aveugle par rapport au type d'études qu'on faisait, ou soit réellement vivre ce qui me faisait brûler à l'intérieur, je ne peux pas dire autrement, c'était de partir en voyage, et j'ai risqué, je suis parti en autostop. Je ne dis pas que ça a été facile, mais je ne crois pas qu'il y ait que les choses faciles qui donnent du goût à la vie. Ça a été même parfois compliqué, même très compliqué, mais ça permet de grandir et d'accepter ce qui fait peur, parce que je crois que c'est fondamental de faire face à la peur pour dépasser certains stades et pour justement accomplir nos rêves. Donc je suis parti vers 16 ans sur les routes en autostop, et au départ très motivé pour retrouver la grande famille qu'on appelait hippie à l'époque. Donc Istanbul, Amsterdam, Londres, Istanbul, et après partir sur la route des Indes pendant plusieurs années, quoi. Avec évidemment cette grande station à Katmandou. D'accord, mais 1 an après seulement être frappé par cet handicap, tu n'as pas été tétanisé par la peur de partir comme ça seul, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête exactement? Qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le pas? Écoute, moi je dirais aujourd'hui, parce qu'évidemment quand on regarde son passé on l'interprète toujours, je dirais que le désir a été plus puissant que la peur. Voilà, c'est ce que je dirais aujourd'hui. À l'époque, ça s'est concrétisé un peu, voilà, d'une certaine manière. J'étais chez mes parents, j'étais absolument ingérable, donc il n'y avait plus aucune école d'aveugles qui voulait de moi en France. Je m'étais fait rejeter de 3 différentes écoles, donc mes parents ne savaient absolument plus quoi faire de moi. J'avais aucune formation, et donc j'ai fait 3 fugues. J'ai fait 3 fugues à partir de 16 ans. J'en avais déjà prémédité une à 14 ans et demi, pour tout dire. Mais je suis parti sur les routes. Ah oui, complètement. Oui, ça, le mouvement était absolument... aller voir ailleurs, c'était absolument indispensable pour moi. Et si tu veux, oui, j'ai fait 3 fugues, et puis au bout d'un moment, mes parents, ils en ont eu marre de m'envoyer Interpol, la police sur le dos. C'est un passeport et surtout à une émancipation. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai pu vivre pleinement ce désir d'aller respirer sous d'autres latitudes. Ce désir, tu l'avais avant d'être frappé par ton handicap, en fait.
complètement. Mais enfin bon, j'ai toujours été amblyope parce que j'ai perdu mon premier œil, j'avais 2 mois, donc je m'en souviens plus. Et l'autre avait une vision quand même très, très diminuée jusqu'à ce que la vision disparaisse complètement à 16 ans. Donc j'ai toujours été malvoyant en fait, avant de devenir franchement aveugle. Quoi. D'accord. J'imagine que tes proches, tes parents, ils ont essayé de te décourager de partir. Bah, oui, bon, de toute façon, c'était pas à l'époque. Moi, je viens d'un milieu très, comment dire, paysan plutôt, des gens qui n'avaient absolument pas de bagage culturel, à qui ça ne parlait pas du tout. Ces nouveaux paradigmes de vie, communauté, nomadisme, voilà, vie précaire probablement. Oui, ça ressemblait vraiment à une vie précaire. Ça ressemblait probablement même à une clochardisation de leur fils. En plus avec, tu sais, les accoutrements de l'époque, les grands cheveux. Mon père a été militaire. Il faut que je signale ça quand même. C'est intéressant. Voilà, oui, donc pour lui, c'était absolument pas compatible. Quoi. Donc il y a eu beaucoup de conflits. Je suis parti sur des conflits. Quoi. D'accord, ouais, t'es pas parti avec leur accord, quoi, avec leur bénédiction. Jusqu'à ce qu'ils en aient vraiment marre et qu'ils décident de m'attribuer cette émancipation. Mais bon, ils me l'ont donné, j'avais 17 ans, tu vois. D'accord, donc tu es parti à 16 ans, alors tu as pris la direction, tu m'as dit, de l'Asie? Non, au départ, non, parce que j'avais pas de papier, donc au départ, je restais en France. Ouais. J'allais à Paris, bon, j'ai réussi à rentrer quand même avec une carte d'identité, j'ai réussi à aller à Amsterdam, en Belgique, à Londres. Mais c'est qu'après, lorsque j'ai eu un passeport, que j'ai pu partir, donc j'avais 17 ans et demi, j'ai pu partir à Istanbul, et là j'étais tout seul. Ça a été assez, comment dire, étayé d'anecdotes, tu vois. Quand je suis arrivé à Istanbul, par exemple, la première chose qui m'est arrivée, quelqu'un m'a fauché ma canne blanche. Je suppose un gamin. J'étais dans la gare d'Istanbul et j'ai senti la canne. Je m'y attendais pas du tout. J'essayais de me repérer là le long du quai. Je descendais du train. J'écoutais. J'étais là vraiment très concentré pour essayer de savoir exactement vers où je devais aller. Et quelqu'un m'a enlevé la canne. Ouais. Et je suppose que c'est un mot. Et alors là, ça a été. Je crois que ça a été un des premiers. Comment dire ça, un raz-de-marée. Dans ma vie, je me dis raz de marée, raz de marée, je savais plus, j'étais complètement. T'imagines, tu es aveugle, tu es sur un quai de gare dans un pays où tu parles pas la langue, j'avais à peine 3 sous en poche, enfin j'étais dans une fragilité extrême là, quoi. Et on m'enlève la seule possibilité de me déplacer en essayant de me repérer un tout petit peu, la canne blanche. Et finalement, je pense que c'est un gamin qui me l'a fauché. Et je me suis assis, je suis rentré dans la respiration pour essayer de me calmer, de laisser tomber un peu l'énorme vague raz-de-marée, comme je disais, émotionnelle. Et puis pour voir d'essayer d'écouter un conseil qui venait d'un endroit tranquille en moi, non pas de la colère et de la peur, tu vois. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est revenu vers moi, qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a rendu ma canne. Ah, super. Ouais. Et là, tu as dû être soulagé, gros soulagement. Là. Oui, là, quelque part, je me sentais comme, comment dire ça, on me donnait, comme si la vie me donnait la permission de continuer ma vie d'errant, quoi. Ma vie de nomade, quoi. Et donc, après Istanbul? Alors écoute, après Istanbul, ça a été la route traditionnelle de l'époque. J'ai rencontré beaucoup de monde, je suis parti en Iran, j'ai beaucoup voyagé en Afghanistan, Pakistan, l'Inde, le Népal. Et ça a duré plusieurs années. Et ensuite, moi j'ai trouvé que c'était trop... je veux dire qu'il y avait une espèce de conformité... On était quand même assez... un peu les copies conformes. On se disait très marginaux, alternatifs. En fait, on était quand même très copies conformes les uns des autres. Ouais. On avait des idées un peu communes, patati patata. Donc j'ai rencontré un garçon en Afghanistan qui, lui,
arrivé d'un long périple à travers l'Afrique noire, et on sympathisait, c'était un Français, et on a décidé de partir vraiment plus à l'aventure. Et là, à partir de ce moment-là, ben voilà, on est parti, on est resté longtemps au Moyen-Orient, on a vécu au Soudan, toutes sortes d'aventures, remonter le Nil Blanc, traverser toute l'Afrique noire à pied, sans un sou. Voilà, là, on a voyagé longuement, et on a vécu chez les Pygmées, dans la grande forêt au Zaïre. Donc ça a commencé ma vie à proprement dit d'aventure. Ouais. Après, j'ai rencontré d'autres gens avec qui je suis allé. Après, j'ai eu une longue période en Amérique du Sud, notamment longuement au Pérou. Ouais. Donc là, on est dans les années. Là, écoute, on a commencé en 72 quand j'avais 16 ans. Et là, quand je parle d'aventure plus amazonienne et autres, c'est 80 déjà. 80, 81, 82. Après, j'ai traversé tout en autostop avec une femme que j'avais rencontrée au Pérou. J'ai rejoint le Canada en autostop. Après, on est rentré en Europe quelques mois pour vendre un peu des bijoux, enfin un peu comme on faisait à l'époque. Et puis après, on est reparti en Asie. Après, ça a été le Pacifique. En fait, ça n'a jamais arrêté, en fait. Et même quand je me suis installé par la suite en Ardèche, dans un tout petit village dans le sud de l'Ardèche qui s'appelle La Boule, quand je me suis installé là-bas, je partais quand même, on va dire 3-4 mois par an, voyager. Donc là, après, c'était des voyages plus éclairs, tels que le Yémen, je sais pas, le Burkina Faso. D'accord, en fait, tu n'as jamais vraiment arrêté depuis. Non, même là, cette année, je suis allé 3 fois au Maroc, et puis je suis allé en Grèce, je suis allé au Portugal, j'ai passé tout l'été au Cambodge. Et puis là, je repars en Éthiopie dans 8 jours. Là. D'accord, l'Éthiopie, j'aimerais beaucoup y aller. Voilà. C'est une chouette. Écoute, je te raconterai. Je te raconte quand j'aurai un peu. Mais dis-moi, Jean-Pierre, il faut quand même. Oui. Tu imagines, je ne sais pas si tu as conscience, tu imagines que pour le commun des mortels, c'est incroyable. Ouais. Ils ont du mal à réaliser que voilà, sans la vue, tu peux comme ça voyager, partir comme ça en solo sur les routes du monde. Parce que tu vois, parfois, je reçois des mails de lecteurs qui ont un peu de l'appréhension de partir comme ça en voyage alors qu'ils ont toutes leurs capacités intellectuelles et physiques. J'entends. Donc t'imagines que pour eux, ça doit être... écouter ton histoire, ça doit être impressionnant. Alors qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens qui ont... Bon, déjà, j'ai envie de dire que je voyage quand même assez rarement en solo, totalement. Je l'ai eu fait, hein. Mais maintenant, je voyage... quasiment toujours maintenant, au moins en binôme avec des amis, même si on part à pied ou on stop. En tout cas, je voyage à deux, c'est quand même beaucoup plus confortable. Puis c'est surtout, ça m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui de partager le voyage avec quelqu'un d'autre, d'autant plus que je voyage souvent aussi avec maintenant l'idée aussi, ce qui n'était pas le cas à l'époque, d'écrire, d'animer mon blog, d'écrire ou de faire des films comme c'était le cas là, cette année. Et, mais après, moi, une chose dont je suis conscient et que j'aime beaucoup dire, c'est que si j'avais pas rencontré, quand j'étais seul par exemple, les autres dans ce monde, je n'aurais jamais rien fait. Sans les autres, on fait rien. Donc moi, ce que je donnerais comme conseil, que l'on soit aveugle ou pas aveugle, c'est simplement à un moment donné faire confiance à l'humanité, c'est-à-dire je crois qu'on ne peut pas voyager avec de l'appréhension. Si on a beaucoup d'appréhension, il faut mieux rester chez soi, explorer son appréhension chez soi, et ce qu'elle se dissolve, je dirais, et qu'il y ait une confiance qui détermine nos actes et qui accompagne nos désirs. Et si on n'a pas d'appréhension, on peut partir, quoi. Mais quand même, au début, tu es parti seul, quoi. Absolument, oui, je suis parti seul, mais ce que je t'expliquais tout à l'heure, le désir était très extraordinaire là-dedans, dans le sens où ce que moi je trouvais courageux, c'était les gens qui avaient une vie réglée. J'aurais jamais pu vivre ça. Ce qu'on appelait à l'époque boulot, dodo, métro. Je m'excuse. Ce qu'on appelle toujours.
on l'appelle toujours comme ça. Absolument. Bon, moi, c'est pas. J'ai absolument aucun. Je mesure pas la vie des uns et des autres avec une unité de mesure qui ferait que je dirais que ça c'est une bonne vie, ça c'est une mauvaise vie. Il n'y a pas. Je veux dire, si quelqu'un aime son travail, aime ce qu'il fait, c'est superbe, et qui reste chez lui, c'est aussi bien. C'est la même chose finalement que le voyage sous une forme différente. On est bien d'accord. La chose qui est quand même très importante, si on écoute et si on est fasciné par le monde du voyage et qu'on reste chez soi et qu'on ne part pas, on est malheureux. Donc l'idée, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faut accomplir absolument ce qui nous signe, ce qui est important pour nous. C'est-à-dire, si c'est le voyage, c'est le voyage. Si c'est rester chez soi et accomplir des choses chez soi, c'est pareil. Tout à fait, oui. Il faut Voilà. écouter Donc ses moi, désirs et ses pulsions. Il faut suivre, écouter son cœur. Complètement. Et je veux dire, l'idée quand même, c'est de se coucher le soir en étant tranquille, en se disant ce que j'ai vécu aujourd'hui, ça me correspond, quoi. Parce qu'autrement, on vit dans une vie de frustration totale. Et alors, encore une fois, que ce soit une vie de voyage ou que ce soit une vie pépère, pourquoi pas, quoi. Mais il faut choisir sa vie. Non, tout à fait, en effet. Il faut avoir le choix. C'est ça l'important, c'est suivre, avoir le choix et faire ses choix. Et souvent, l'histoire de peur, moi je crois aussi que c'est souvent la peur, on l'utilise souvent pour se cacher, ou alors c'est parce que le désir n'est pas suffisamment prégnant, il n'est pas suffisamment fort. Le désir abolit la peur. Pas totalement, il reste une peur raisonnable, c'est-à-dire une peur biologique. Je sais pas, moi, il m'arrive des fois, je sais pas, dans les montagnes du Guatemala, quand les types ils conduisent comme des dingues en camion ou voire dans les bus, hein, et qu'on passe le long des ravins et que je suis avec quelqu'un qui me décrit qu'on frôle les ravins, bon, je suis pas indifférent à ça, quoi. Bien entendu. Justement, puisque tu parles de ça, comment là tu parles de cette anecdote avec ce ravin et cette personne qui te décrit le ravin. Oui. C'était souvent comme ça lors de tes voyages. Quand on est aveugle, justement, on a besoin de quelqu'un à côté pour nous retranscrire un peu. Enfin là, je navigue un peu, là, je parle un peu. Oui, mais tu veux dire un descriptif. Voilà. Oui et non, si tu veux. Moi, je suis pas un aveugle assoiffé de l'objectivité des choses. Je ne voyage pas pour chercher à voir alors que je ne vois pas. Je voyage parce que c'est le désir qui me pousse en avant, mais quand j'essaye de savoir, quand je pose la question pourquoi, je ne réponds pas et je ne chercherai pas à répondre. Je cherche même pas la réponse. Je pourrais donner des réponses plus ou moins convaincantes, intellectuelles et tout ça, mais je sais très bien que tout ça, c'est pas satisfaisant. Je voyage parce que je ne peux pas faire autrement. C'est ma vie aujourd'hui. Mais je ne cherche pas à ramener, quand je vais rentrer d'Éthiopie, par exemple, on va chercher à dire aux gens, attends, l'Éthiopie c'est comme ci, l'Éthiopie c'est comme ça. Tu sais, à tel endroit, je suis allé sur un lac de cratères, il y avait des oiseaux, tatati, tatata. Non, moi je vais raconter mon voyage en Éthiopie, je vais pas raconter l'Éthiopie objective à voir, quoi. Tu vois, je vais raconter la main qui va me guider dans une rue, hein, le contact que j'aurai avec quelqu'un. J'essaye d'être vraiment au plus près de mon propre voyage, c'est-à-dire c'est un voyage sans yeux, quoi. Pour moi, le monde, il n'y a rien à voir quelque part. Surtout, donc c'est quoi? C'est les bruits, les odeurs, surtout. C'est les bruits, les odeurs, et surtout le sensitif, et surtout les rencontres humaines, ou voir avec les animaux. Je sais pas, des anecdotes. J'ai plein d'anecdotes comme ça. Je me souviens une nuit en Australie où il y a un wombat qui est venu près de ma tente et je suis sorti et j'ai réussi à le toucher. C'est fantastique. Elles sont marrantes. Ah, c'est étonnant, c'est cette espèce de... Mais qu'est-ce que tu appelles le sensitif? Le sensitif, c'est ressentir l'atmosphère, tu sais. Quand je suis devant un paysage, je pourrais te le décrire. Ouais. Et mais ça serait certainement pas ce que tu as toi sous les yeux si on était devant le même paysage. Mais je le reconstitue dans ma cinémathèque d'aveugle, si tu veux. Je le reconstitue à partir
de sensation, c'est-à-dire une sensation de vide devant moi. Ben, s'il y a un ravin, par exemple, ou une vallée. Je sais pas, il y a quelques semaines, là, je faisais de l'autostop en Ardèche, à la sortie d'un village, et j'étais tout seul et je claquais des doigts. Et pour essayer de comprendre le paysage et l'écolocalisation, je claquais pas des doigts en fait, je tapais les mains l'une dans l'autre, et l'écho que m'a renvoyé le paysage m'a fait comprendre que l'autre côté de la route où j'autostopais, il y avait soit un grand ravin, soit une immense vallée. Tu vois, je décrypte, je déchiffre le paysage par d'autres avenues perceptuelles, quoi, forcément. C'est ça que j'appelle. Et dans ton esprit, t'as une image qui apparaît ou pas forcément? Écoute, il y a une image si j'en parle avec quelqu'un d'autre. Ouais, tu vois, j'essaie de reconstituer une image pour avoir un langage commun avec la personne avec qui je discute. Non, je reste beaucoup plus dans le monde de la sensation, tu vois, dans le monde de l'aveugle, c'est-à-dire dans l'olfactif, D'accord. Tu vois, j'essaye de imaginer, mais en fait c'est impossible d'imaginer, forcément. Ouais, en tout cas tu peux imaginer, mais imaginer c'est pas ressentir comme l'autre, voilà. Tu vois, c'est juste approcher, quoi. On peut partager. Bon, si on était dans le même paysage, j'essaierais de te faire rentrer dans mon univers. Dans mon blog, j'essaye d'en parler, quoi. J'essaye de décrire au plus proche, ou dans le livre là, qui sort dans quelques semaines, c'est pareil. J'essaye vraiment de faire rentrer le lecteur dans mon univers. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'expérimenter totalement. Ouais, d'autant plus que pour vous, qui voyez, la cécité, vous l'imaginez en termes de nuit intégrale, mais c'est pas ça la cécité, c'est ne pas voir du tout. Et ne pas voir, c'est ne pas voir la nuit, c'est ne pas voir du noir. C'est-à-dire ne pas voir, c'est comme si vous regardiez avec votre pied ou avec votre dos. Il y a une absence d'yeux, une absence de regard. C'est pas du noir. J'ai lu sur ton blog, tu disais que tu considérais la cécité comme une chance extraordinaire. Cela me met en relation permanente avec l'autre. Absolument. C'est absolument une occasion d'être en permanence en lien. Quand je me balade dans une rue tout seul et que je ne connais pas, à un moment donné, je vais intercepter quelqu'un et lui demander si la rue que je cherche, si je dois continuer, si je dois tourner à gauche et tout ça. Et c'est extraordinaire parce que ça me fait une vie, ça m'écrit une vie de relations permanentes et ça fait des rencontres, quoi. Très souvent, c'est un accélérateur de rencontres. C'est ça, c'est exactement. C'est un accélérateur de rencontres et j'ai été très souvent invité chez les gens aux quatre coins du monde, quoi, qui étaient curieux de ma différence, parce qu'en fait, moi, un peu pourquoi j'ai un blog, pourquoi j'ai écrit un livre, pourquoi j'ai fait un film, c'est pour parler de la différence. Parce que je pense qu'on a extrêmement peur de la différence aujourd'hui, et j'aimerais que les gens, et moi-même, soyons beaucoup plus curieux de la différence, qu'elle soit de l'ordre physique, psychologique ou civilisationnel, tu vois, ou racial, ou sexuel. On est riche de la différence, on est riche de la biodiversité. Tu vois, la pauvreté, c'est la pensée unique, la pauvreté, c'est la peur de l'autre. Donc, si vous voulez, par exemple, sur mon blog, j'ai lancé quelque chose qui s'appelle, j'ai lancé sur un post, un programme qui s'appelle Invitez-moi. Et il y a des gens qui me contactent par le blog et qui m'invitent chez eux. Et je passe une soirée à discuter justement de ma manière de percevoir. Et je leur pose aussi des questions sur leur manière à eux aussi d'être au monde. Je suis curieux en fait de l'autre. Et c'est vrai que je ne demande pas grand-chose, mais je trouve que c'est important qu'on soit curieux les uns des autres. Comme tu fais là actuellement, Fabrice, tu m'interroges. Donc c'est que tu as un intérêt pour cette différence. J'étais très curieux en effet de te parler. Et quel est le regard des autres dans les autres pays par rapport à toi? À la cécité. Voilà, est-ce qu'il y a des différences suivant les cultures? Oui, il y a beaucoup de différences. Dans les pays où le niveau de vie
est moindre, tu vois. On va faire rapidement. Je vais être obligé quand même un peu de synthétiser tout ça. On va dire l'Afrique noire, ou voir l'Inde, ou voir le Maghreb. Les gens sont beaucoup plus, ils sont définitivement à l'aise avec le handicap. Hein, ils viennent directement à moi, ils m'attrapent la main. Moi, en Afrique noire, par exemple, j'étais au Burkina là, il y a quelques temps. Quelqu'un me guide dans la rue pour m'amener quelque part. Puis à un moment donné, il va me dire bon, écoute, moi je vais à gauche, toi tu vas à droite. Mais non, un Français va me dire ça, par exemple. Il va dire toi tu vas à droite, et puis il m'explique. Et un Africain, il va pas faire ça. Il va arrêter quelqu'un dans la rue qui part à droite en disant tu peux pas accompagner ce monsieur parce qu'il n'y voit pas, ou quelque chose comme ça, comme tu vas dans ce... Voilà, il y a vraiment un service après-vente absolument incroyable. Et pourquoi ils sont plus à l'aise, plus familiers? Je pense qu'ils vivent avec leurs handicapés, ils les planquent pas. Nous, ils les cachent en pas, Occident, ils les cachent pas. Ouais. Si tu veux, déjà nous en Occident, les gens qui ont un handicap, la plupart du temps, ils n'osent pas sortir. Tu vois, ils restent chez eux parce que souvent, ils ont été éduqués. On leur dit que c'est pas facile pour eux. La vie, on leur fait croire qu'ils sont diminués. Moi, je refuse ce genre de choses. Moi, de toute façon, je me perçois pas comme handicapé, je me perçois comme différent. Donc, j'ai pas quelque chose en moins. Je veux dire, mais c'est aussi parce que justement, il y a des structures, des programmes qui viennent en aide aux handicapés, mais l'effet un peu pervers, c'est justement que ces personnes-là sont moins intégrées à la population. C'est ça. Alors que tu es en Afrique, ou tu es en Inde, ou voire relativement dans certaines régions d'Amérique latine, je veux dire, les gens, ils vivent avec leurs handicapés. Leurs handicapés font, entre guillemets, hein, j'utilise exprès ce mot, mais c'est pas mon mot. Hein. J'allais dire, avec les différences, elles sont intégrées dans la société beaucoup plus qu'ici, quoi. Beaucoup plus. En tout cas, si elles sont pas forcément intégrées au sens du travail, hein, pas forcément. Mais j'allais dire, il y en a tellement, par exemple, d'aveugles en Afrique, c'est énorme, que j'imagine que plus ou moins dans chaque famille, il y a un aveugle. Donc on a l'habitude d'être en relation avec un aveugle. Donc c'est en Afrique, si je comprends bien, c'est en Afrique où tu as vu, pour toi, l'accueil a été le plus... Ouais, c'est extraordinaire en Afrique. C'est tellement la région. L'Afrique noire, c'est la région la plus facile à voyager quand on est aveugle, oui. Oui, définitivement. Okay. Oui. Et le plus difficile, j'imagine, c'est les pays occidentaux. L'Occident. De toute façon, je peux te faire un truc très schématique là. Je sors dans la rue là maintenant. Je suis dans un endroit que je connais pas. On va parler de la France. Hein. J'ai beaucoup de mal les gens s'arrêtent pas la plupart du temps. Les jeunes, les garçons de 18 à 40 ans ne s'arrêtent jamais. De temps en temps des jeunes filles de 18-20 ans, et après c'est des étrangers, les Maghrébins, les Africains qui s'arrêtent volontiers pour aider, même toujours, et puis les gens âgés, les gens de mon âge, à partir de 60 ans, oui. Ouais. D'accord. Donc quand tu voyages par exemple en Asie, Amérique latine ou Afrique, tu as constamment quelqu'un qui vient vers toi pour t'aider, par exemple monter dans un bus. Oui, très facilement. Bon, après, je peux... Après, c'est pas 100% ce que je dis là, mais c'est beaucoup plus. Là, par exemple, je suis monté dans un TGV il y a quelques jours là, en France, et évidemment, moi, j'avais mon numéro de siège, je peux pas le lire tout seul le numéro de siège, donc je marche dans le compartiment et je demande à voix haute s'il y a quelqu'un qui peut m'indiquer, voilà, je suis aveugle, monsieur, dame, si quelqu'un peut me dire où est le numéro 71. Et personne ne répond, quoi. C'est quand même impressionnant. Non, en général, non. Il faut que j'insiste plusieurs fois. Quand je m'adresse à une foule comme ça, à un ensemble de gens je m'adresse pas à quelqu'un en particulier, personne ne se sent vraiment concerné, donc c'est assez compliqué, quoi. Au bout d'un moment, je suis obligé de taper sur l'épaule de quelqu'un, de lui dire, bon, écoutez, merci, de me dire où c'est, quoi, parce que je vais pas le trouver tout seul. Les gens lèvent la tête, mais ils disent rien, ils te répondent pas. Pas s'ils lèvent la tête. Est-ce que les gens se sentent concernés? Moi, j'ai quand même un peu le sentiment qu'on vit dans un monde aujourd'hui où l'autre ne nous intéresse pas beaucoup, quoi. Et c'est quand même grave parce que oui, c'est quand même. Je mesure mes mots. On vit tous ensemble, quoi. Et le monde, si on veut que ça aille mieux, il faut qu'on prenne conscience que les autres sont des autres. Et il faut surtout prendre conscience que en aidant l'autre, en étant présent à l'autre, on s'aide et on est présent à soi-même.
Parce qu'on n'est pas séparés du reste de l'humanité, on n'est pas séparés de l'autre. Et c'est justement cette croyance aujourd'hui où je dois m'en sortir tout seul, écraser l'autre, être meilleur que l'autre, et tout ça, c'est là où ça nous mène aujourd'hui à ce monde aberrant. Encore faut-il lever les yeux de son écran ou de sa tablette, de son smartphone. Enfin, je dis pas que c'est à cause de ça, mais ça aide pas forcément. Non, ça n'aide pas beaucoup, effectivement. Je vois bien les gens en ville, enfin partout maintenant. Quand je parle avec quelqu'un, la plupart des gens sont effectivement déjà sur des... Quand j'interpelle les gens dans la rue, ils sont souvent sur des écrans, ouais. Ouais. Voilà, et moi, en effet, je me rappelle, il y a 10 ans, j'ai pas mal voyagé en Afrique de l'Ouest, je prenais les taxis brousse, personne n'était sur son smartphone, on se parlait, on est serré, on se parle. Ben voilà, ça... Déjà, on est serré, comme tu le dis, toi. Là-bas, on n'est pas chacun sur sa place, on est à moitié sur les genoux du voisin, quoi. Donc, ça facilite le contact, quoi. Ah ben complètement. Si tu veux te bouger, il y a toute la petite brousse qui est obligée de bouger quand tu bouges ton bras. Donc là, au moins, on sent qu'on est reliés les uns aux autres, tu vois. C'est effectivement beaucoup plus en lien, quoi. Et donc, pour toi, voyager, oui, finalement, ça a jamais, malgré ton handicap, ça n'a jamais été une difficulté. Ça a été probablement une difficulté comme tout le monde, je veux dire. Au début. Oui, et puis même, je veux dire, aujourd'hui, il y a des moments où il y a des choses qui sont... Mais comme tout le monde, je veux dire. Je fais de l'autostop, il n'y a pas de voiture pendant 2 jours dans les coins perdus. C'est pas forcément facile de trouver un endroit où mettre son duvet le soir et de dormir, tu vois, dans les régions... Je raconte ça parce que ça m'est arrivé là, il y a 2 ans, j'étais en Albanie, enfin la frontière gréco-albanaise, et j'étais avec ma fille qui je voyage souvent, qui avait 19 ans à l'époque, et on s'est retrouvé dans une région complètement perdue, les voitures s'arrêtaient pas, et c'était indiqué partout, faites attention aux loups et aux ours. Et nous, on avait même pas de duvet, tu vois. On avait juste des petits draps et les voitures s'arrêtaient pas. Et le truc, c'est qu'il fallait avoir dormir là, perdu dans les montagnes. Et c'était quand même... voilà, mais c'est pour tout le monde, tu vois. C'est pour tout le monde. Et tu pratiques toujours autant l'autostop? Autant, moins qu'auparavant quand même. Parce que j'ai vraiment passé des années, j'ai énormément voyagé en autostop. Donc de temps en temps, j'aime bien, c'est aller à la pêche, quoi. C'est vraiment... se poster à la sortie d'une ville, tendre le doigt, c'est encore donner encore plus de place au hasard, quoi. Dans un bus, on rencontre des gens et tout ça, mais là on est obligé de rencontrer des gens en autostop. Donc c'est forcer encore plus la rencontre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient compliqué parce que maintenant avec le monopole du covoiturage par exemple, les gens ils comprennent presque plus. Il y a plein de gens qui vont pas te prendre parce qu'ils préfèrent prendre quelqu'un qui va payer. Ouais, c'est un peu c'est un peu ce que j'appelle un peu la monétisation. C'est ça. De tout, du voyage, de la marchandise. Par exemple, le couchsurfing, tu sais, c'est gratuit. Il y a un site qui existe depuis des années, mais maintenant il y a des sites qui proposent le même principe, mais en le monétisant. C'est ça. Ouais. Pareil si tu veux camper dans le jardin de quelqu'un. Maintenant, il faut le monétiser. C'est tout comme ça aujourd'hui. Ouais. C'est absolument tout comme ça. Et moi, j'ai écrit un texte d'ailleurs dans mon blog, je sais plus son titre, mais à propos de l'autostop et du covoiturage. Et moi, c'est vrai que je suis extrêmement touché par ce qui est gratuit dans la vie. Mais réellement, je veux dire, quand on fait un détour dans la rue pour aider quelqu'un, ou qu'on s'arrête et qu'on fait vraiment ça spontanément et gratuit, j'ai le sentiment qu'on fait grandir quelque chose d'humain, vraiment. Et t'as l'impression que ça devient plus rare alors tout ça? Ça devient de plus en plus rare, ouais. Et pourtant, il faut faire ce pas de côté. Il faut pas hésiter à faire ce pas de côté de temps en temps, d'arrêter de regarder le monde en termes de ce que ça nous rapporte, quoi, de ce que ça va nous rapporter, quoi. Et justement, là, tu parlais de ton blog qui s'appelle l'illusion du handicap. .overblog. Enfin, je mettrai le lien, dans l'article du jour. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir le blog de Jean-Pierre qui est quand même très riche. Il y a pas mal de récits de tes voyages passés, etc. Il y a une série aussi que j'aime beaucoup, c'est Mon premier aveugle. Ah oui, là c'est en ce moment. Presque j'aime bien cette série. Donc tu poses, pour résumer, tu poses quelques questions à quelqu'un,
voilà, sur C'est ça. le premier aveugle que cette personne a rencontré, c'est ça, hein. Absolument. Ouais. En fait, si tu veux, ça m'est venu, là, j'ai participé à une émission que j'ai beaucoup aimée sur la RTS, la radio-télévision suisse, là, il y a quelques jours. C'est une émission qui s'appelle Crapaud Fou. Et j'ai tellement aimé l'intervieweur que je me suis dit que j'avais envie de me mettre moi aussi à sa place. Et donc j'ai lancé cette série de questions à laquelle j'invite tout le monde. Si vous allez sur le blog, votre premier aveugle, vous trouvez mon mail et vous pouvez me répondre. N'hésitez pas à y aller. Et après, série. je le publie, quoi, en fait. Voilà. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup parce que très souvent, des gens dans la rue me disent « Ah, mais en fait, monsieur, vous êtes mon premier aveugle. » Ah ouais. Donc ça m'est venu comme ça, ouais. Ah. Ça m'est venu comme ça, là. L'idée de... D'ailleurs, Fabrice, si tu trouves 5 minutes et une plume pour écrire... Il n'y a pas de souci, hein. Ça sera avec plaisir, puis c'est quelques questions, c'est assez court en plus. Donc, oui, ça peut être très rapide. Voilà. Après, là, on ne s'est pas vraiment rencontré, mais... mais t'as peut-être vu d'autres aveugles. Ouais, j'en ai vu, mais tu vois, alors par contre, si tu devais me poser des questions exactement sur cette rencontre, c'était à chaque fois assez fugitif quand même. Mais pendant mes voyages, j'en ai rencontré plus pendant mes voyages en fait, finalement, qu'en France. Finalement. Ouais, oui, je suppose. Oui. Voilà, ce qui est pas très étonnant finalement par rapport à ce que tu m'as dit avant. Oui, on les voit beaucoup plus dehors. Ouais. Et puis, voilà, mais t'es pas obligé d'avoir eu, dans mon questionnement, votre premier aveugle, il y a des gens qui m'ont répondu qui n'ont jamais eu de rapport direct avec des aveugles, qui ont non simplement vu dans la rue et ce que ça a provoqué en eux la première fois, tu vois. Simplement, oui, tu vois. Avec plaisir, ouais. Avec plaisir. On en reparle après l'interview. Oui. Et d'ailleurs, là, il faudrait bientôt qu'on termine l'interview. Là, ça fait déjà 55 minutes qu'on parle. Tu vois, on va battre le record du podcast. J'en reviens pas. Voilà, ça passe vite. Alors peut-être une dernière question. Tiens, si tu nous, si tu nous racontais un peu une anecdote vraiment. Je sais que tu en as plein sans doute, mais une anecdote parmi les plus mémorables. Là, que tu as tout de suite là à l'esprit, qui te vient à l'esprit là, comme ça. Une rencontre en voyage. Une impression, je sais pas, Ouais. Je sais, c'est dur, c'est dur. Ouais, c'est vraiment il y a des milliers de choses qui me remontent, là. C'est marrant parce que là, ce qui me venait, mais c'est pas... Est-ce que c'est une question par rapport à la cécité ou pas? Parce que ce qui me venait, non, c'était une histoire au Guatemala, un matin où je devais prendre un bus à 5 heures du matin et j'ai jamais pu me lever, j'ai jamais pu me réveiller. Pourtant, la femme avec qui je voyageais m'a secoué les épaules le matin pour me lever et j'ai pas pu. Je sais pas, c'était impossible. Et voilà, donc on a raté le bus. Et après, on est parti en autostop sur les coups de 8-9 heures du matin. Et en fait, on a trouvé une espèce de collectivo, là, un bus collectif. Là. Et on a découvert, je sais plus, 15-20 km plus loin, sur la route qu'on devait emprunter avec l'unique bus de la journée qui partait trop tôt le matin pour moi, qu'il était, quelques dizaines de mètres plus bas dans le ravin. Et il venait de remonter 30 corps, on aurait dû être dedans, tu vois. Ça, c'est pas vraiment une anecdote spécifique au fait d'être aveugle, mais c'est quelque chose qui m'a quand même profondément marqué. Ah oui, j'imagine, ouais. Donc c'est pour ça que je parlais de ravin tout à l'heure, parce que j'ai toujours un peu des appréhensions. Ça me renvoie toujours à cette image première. Ouais, là tu t'es dit... mais après anecdote strictement aveugle, écoute, dans le Guerrero, au fin fond du Mexique, je fais de l'autostop avec une jeune fille de 17 ans, blonde, donc c'est important quand même au Mexique. Ouais. Et à un moment donné... on est en autostop et les militaires nous tombent dessus, ils viennent nous voir. Il y a un camp de jeunes militaires armés jusqu'aux dents sur le bord de la route. Il y a justement une route déserte entre Puerto Escondido, à l'époque il n'y avait rien du tout, et Acapulco. Il y a, on peut dire, le semi-désert, la route, et puis il y a la plage. Et là, la nuit va arriver et il y a et qui veulent absolument, évidemment, embarquer ma copine. Et c'est très clair que si elle n'accepte pas, ils la violeront. Et moi, je suis complètement démuni. Comment je vais la protéger? Comment je vais faire? Et je veux dire, je ne peux pas laisser faire ça. Donc, il va falloir à un moment donné être violent. On va pas dormir
là. Et ils essaient de nous embarquer dans un baraquement. Et je dis non, 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 on continue le stop et tout. Et il y a eu c'était incroyable. J'étais confronté à mon impuissance de la défendre. Ouais. Et surtout à mon impuissance de la laisser aussi se faire violer si ça en était arrivé là. Donc je sais pas du tout ce qui se serait passé. Et il y a eu un truc complètement magique. Il y a une voiture qui s'est arrêtée. Il n'y en avait pas beaucoup de voitures qui passaient. Et il y a un type qui d'autorité devait être un type qui avait certainement des responsabilités dans le pays, en tout cas au niveau de l'État ou quelque chose, qui a engueulé les militaires, qui a dû se présenter si rapidement. Ils ont compris qu'ils n'avaient rien à dire, et il nous a pris en autostop et il nous a dit heureusement que je suis passé par là. Ouais, Voilà, et ça c'est une anecdote. Et là j'étais vraiment confronté au fait d'être aveugle, et comment j'allais gérer cette situation. ouais. Enfin, même si tu n'avais pas été aveugle, peut-être ça aurait été Oui, difficile aussi, je pense. bien sûr. Ouais. Non mais là c'était doublement. Toi, je me disais, comment je vais faire, quoi, comment je vais faire. Et je me disais, ils vont me balancer à la mer, et puis voilà. Probablement, tu vois, parce qu'il y a quand même, il pouvait y avoir beaucoup de violence, quoi. Ouais, non, là c'était chaud. Ouais. C'était Mmh. dans les années Mais bon, 70, ça? ça non, ça c'était au Mexique en 79, D'accord. je crois, oui. Oui. Ouais, bon, la Oui. je pense que ça s'est pas mal amélioré, je pense, depuis quand même. Enfin, ça dépend où. Oui, mais enfin bon, tu sais, Ouais. voilà. Bon, je te raconte une anecdote comme ça, saisie, celle qui me vient, tu vois. Écoute, merci. Ouais, les deux là sont. Les deux, le point commun, c'est que dans les deux cas, c'est un certain. Ouais, t'as eu de la chance, quoi. Oui, ça s'appelle la baraka, Voilà, tu sais, baraka. en arabe. Et oui, je pense que j'ai eu beaucoup. Écoute, la baraka, là, j'ai un livre qui sort là Ouais, justement, dans un parlons-en, petit mois, Mhm. et je vais te raconter quelque chose à ce propos de ce livre qui va s'appeler Aller voir ailleurs, qui est publié donc chez Point Aventure. Mhm. Et donc, et c'est donc il ne publie que des témoignages de voyageurs, d'aventuriers. Et c'est une édition qui est dirigée par mon camarade Patrice Franceschi, lui-même très grand voyageur. Et là, j'ai justement une petite anecdote à te raconter, qui est assez extraordinaire. Patrice, en 1974, il partait au Portugal avec un copain en 2 chevaux, et il s'est arrêté, c'était le 23 ou le 24 décembre, en pleine brousse, en pleine campagne espagnole, il voit un type faire du stop. Donc ils s'arrêtent tous les deux, et ils sont complètement médusés quand ils découvrent que ce type a une canne blanche et un sac à dos, et qui vient vers eux avec une canne blanche. Donc là, ils le prennent, ils s'arrêtent à Madrid, ils passent la nuit, ils vont dans une auberge, je ne sais pas quoi. Et Patrice, qui a vraiment bourlingué 40 ans d'aventure absolument invraisemblable dans le monde, a été extrêmement marqué par cette rencontre avec cet aveugle. Il dit, j'ai passé une nuit incroyable à servir à prêter mon regard à cette personne. Et ils ont déambulé toute la nuit à bord des canons, à rencontrer des gens dans les rues de Madrid. Et il y a 2-3 ans, quand il a sorti son livre qui raconte ses 40 ans d'aventure, qui s'appelle La dernière ligne droite, il s'est dit, c'est une chose qui m'a vraiment marqué. C'est la première chose qui m'a vraiment marqué, c'est cette rencontre avec cet aveugle. Et ça serait bien de le retrouver, si c'était possible. Et il est allé sur la toile, et en fait, il est tombé sur mon blog. Et il a pensé que c'était moi, parce que bon, il se rappelait plus du nom, évidemment, il y a 40 ans. Et il m'a contacté. Et je lui ai dit, non, c'est pas moi, tu vois. Moi, à cette époque-là, je faisais aussi de l'autostop, mais en Turquie. Donc, c'est pas moi. Et il n'a pas retrouvé l'autre aveugle, et il m'a dit, si un jour tu as l'idée d'écrire un bouquin, tu m'appelles, parce que maintenant je suis directeur d'édition, donc il est directeur d'édition Point Aventure, et je te publierai. Donc voilà, et il a tenu sa parole, parce que Patrice, et je peux en témoigner pour différentes raisons depuis que je suis en relation avec lui depuis quelques années, c'est un homme de parole. Ah, chouette histoire. Et d'ailleurs, tiens, ça me donne l'idée aussi de lire son livre, là. Je le note quelque part. La dernière ligne droite, oui, Voilà, oui, je le recommande à tous les gens passionnés de vie intense. Et c'est pas qu'un livre d'anecdotes, c'est un livre aussi profondément, je dirais, de transformation humaine. D'accord, très bien Jean-Pierre. Donc ton livre sort en février. C'est ça, le 4. Ouais. On le retrouvera dans toutes les bonnes librairies. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà le retrouver sur Internet, sur Amazon et la Fnac notamment, tu m'as dit. Oui. Donc voilà, je mettrai le lien pareil dans l'article. Et là, je suis assez impatient de le lire. Hein. En février 2016.
Ça, c'est chouette de faire un projet comme ça, qu'un projet comme ça quand même se concrétise. Mais tu vois, c'est avec l'autostop quand même. Ouais. Tu vois où ça amène l'autostop. Je veux dire, cette rencontre avec Patrice, quelque part, c'est à travers l'autostop, quoi. Et je dois beaucoup à ma vie d'autostoppeur. Ouais, c'est un multiplicateur de rencontres. C'est une très belle définition que tu as là, Fabrice. Ouais. Bah, écoute Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir pris ce temps en direct d'Ardèche, puisque Jean-Pierre habite en partie en Ardèche. Il est un peu ardéchois d'adoption. Oui. Comme toi, si j'ai bien compris. Ouais, je suis même né en Ardèche, je suis ardéchois. Enfin, on s'en fout, adoption ou pas. Oui. L'important, c'est qu'on aime l'Ardèche. Exactement, c'est un magnifique pays. Ouais. Voilà, toi, tu es plus au sud, moi, je suis plus du nord, à côté d'Annonay. Oui, mais on se rencontrera peut-être en Colombie ou en Éthiopie. Ah bah oui, ou en Ardèche. Hein, tu y passes de temps en temps? Ah, j'y passe souvent l'été, en tout cas, en général. Ah bah écoute, t'es bienvenu, hein. Tu as mes coordonnées maintenant. Ah ouais, ça sera avec plaisir. J'ai des amis là-bas, vers Aubenas, parce que c'est vers Aubenas, hein, c'est ça Oui, c'est ça, tout à fait. Donc ça sera oui, ma porte est toujours ouverte à ceux qui la poussent quand j'y suis. Okay. Voilà. Bah, je ferai une tournée avec bonheur. Prochain été. Écoute, merci bien. Bonne chance pour tes projets. Merci. Et puis, à toi aussi. Puis on se retrouve à bientôt et merci. Et merci de votre écoute à tous. Ciao, à bientôt. bye bye. Au revoir. Voilà pour ce 22e épisode du podcast Instinct Voyageur. J'espère que vous avez apprécié cette interview de Jean-Pierre Brouillot. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Cette fois-ci, je vous parlerai d'un métier que l'on peut faire un peu partout dans le monde et qui est un bon plan pour vivre à l'étranger pour gagner de l'argent, même parfois en voyageant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Gardez l'instinct voyageur. Ciao, ciao.